C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, 7 enjeux. Poutine plus fort que jamais à tout point de vue. Diplomatique, un accord est sur la table, présenté par quiconque le regarde comme un plan pro-russe, voire pour certains écrit sous la dictée du patron du Kremlin. Militaire, nous allons vous montrer des images satellites qui prouvent dans quelle mesure, près des frontières de l'OTAN, les Russes sont en train de se masser. Et il y a le front, bien évidemment, avec deux questions qui s'imposent. L'armée ukrainienne est-elle cernée et Poutine est-il inarrêtable? Et puis, dernier acte, peut-on parler de chantage XXL? C'est tombé cet après-midi. Les États-Unis menacent de couper les informations et l'envoi d'armes aux Ukrainiens pour faire pression, pour pousser Zelensky à signer l'accord sur la table. Alors, Trump passe-t-il au chantage avec Kiev au bénéfice de Poutine? Poutine plus fort que jamais. Écoutez, regardez. Nous avons nos propres objectifs. L'un d'entre eux, c'est certainement la réussite de l'opération militaire spéciale et la résolution des objectifs de notre pays et le peuple russe. L'efficacité des forces armées russes devrait convaincre Zelensky et son régime qu'il vaut mieux négocier, et ce dès maintenant. Nous vivons actuellement l'un des moments les plus difficiles de notre histoire. La pression exercée sur l'Ukraine est aujourd'hui l'une des plus fortes. L'Ukraine pourrait se retrouver confrontée à un choix très difficile, soit la perte de sa dignité, soit le risque de perdre un partenaire clé. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Elisabeth Shepard-Selam. Merci beaucoup d'être avec nous. Spécialiste défense et sécurité. Magali Barthez, merci également d'être avec nous. Éditorialiste internationale LCI. Bonjour Gallagher Fenwick. Merci également. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Et Général Nicolas Richoux, ravi bien évidemment de vous retrouver. Bonsoir, vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée. Le grand dossier, Poutine plus fort que jamais, c'est donc parti. Tout d'abord, ces toutes dernières informations. Les États-Unis menacent de couper les informations et la livraison d'armes pour faire pression sur l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix. Des informations qui nous viennent de Reuters. On prend la direction sans attendre de la Maison-Blanche. Pour vous retrouver, Sonia Dridi, journaliste accréditée à la Maison-Blanche. Merci beaucoup d'être avec nous, Sonia. Expliquez-nous, assiste-t-on, comme je le disais, en effet, à un chantage XXL des États-Unis sur Zelensky? Oui, l'administration Trump veut vraiment imposer ce plan à l'Ukraine. Donald Trump, on le sait, est pressé d'arriver à un accord et il est convaincu depuis des mois déjà que la meilleure façon d'arriver à la paix, eh bien, c'est que l'Ukraine fasse des concessions, accepte certains objectifs politiques du Kremlin. Alors, Donald Trump vient à l'instant de s'exprimer pour la toute première fois sur ce plan des États-Unis pour résoudre le conflit, puisqu'il vient de parler à la radio Fox News. Et lorsque le présentateur lui a demandé si l'Ukraine avait bien jusqu'à jeudi, c'est ce que souhaitent les États-Unis, c'est ce qui a été annoncé, pour répondre, Donald Trump, parce qu'on sait que tout est négociable avec lui, a dit oui, jeudi, ça me semble être une date appropriée, mais elle peut toujours être étendue. Donc on sent qu'il y a quand même une certaine négociation en cours. On a aussi appris que le vice-président J.D. Vance venait de s'entretenir avec le président ukrainien. Et puis on sait que ce plan est largement favorable au Kremlin. D'après ce plan, la Crimée et la région du Donbass devront être reconnues de facto comme russes. Et à ce propos-là, Donald Trump, sur la radio Fox News, a dit que de toute manière, l'Ukraine était en train de perdre ses terres. Donc on voit qu'il est quand même assez convaincu qu'il faut que l'Ukraine cède sur ce point-là pour pouvoir arriver à la paix. On se retrouve dans quelques instants, Sonia Dridi. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois. On le comprend, les choses bougent énormément là, ces dernières heures. Tectonique des plaques en cours. Mais je veux qu'on comprenne bien ce qui est sur le poids des Ukrainiens là maintenant. Général Richoux, quand on dit aux Ukrainiens « on va vous couper les armes, on va vous couper le renseignement si vous ne signez pas », c'est quoi l'impact? Si demain Trump dit je vous coupe le renseignement, ça donne quoi? Ça sera énorme dans tous les cas de figure, parce que les Occidentaux ne sont pas capables aujourd'hui de remplacer le renseignement américain. Alors on est un peu moins dépendant aujourd'hui, je dirais, des approvisionnements, de la logistique américaine, parce qu'ils fabriquent à peu près 40% de leur armement, on leur en fournit, mais imaginez quand même que 40% de moins d'armement arrive sur le front. Non, ça sera absolument considérable. Et ce qu'il faut voir dans ces négociations de paix, moi la seule question véritablement que je me pose, c'est quelles sont
les garanties de sécurité. On ne les voit pas, on leur demande d'abandonner. D'abord, il y a une confusion entre le cessez-le-feu et les négociations de paix. Donc ça, voilà, on négocie avant d'avoir fait le cessez-le-feu. Et ensuite, quelles sont les garanties de sécurité ? On prévoit une armée croupion avec un armement croupion et demain, les Russes refont leur matériel militaire et puis repartent à l'assaut. Voilà. Donc je pense que là, s'il accepte ça, l'Ukraine est en grand danger. Mais pardon, mais est-ce qu'il a le choix, Volodymyr Zelensky ? La pression, elle est maximale sur ses épaules-là. On le comprend ces dernières minutes. Il a cette formule qui est aussi belle que forte que troublante. Le choix qui lui est imposé, c'est celui de choisir entre l'allié le plus puissant et sa dignité. C'est le terme qu'il emploie. Maintenant, et on avait cette conversation avec le général Richaud avant de venir en plateau, quand votre meilleur ami ou votre meilleur allié, entre guillemets, vous demande de renoncer à votre dignité, pour moi, ça commande, ça appelle, ça génère une question immédiatement. Est-ce que c'est vraiment mon meilleur ami ou mon meilleur allié s'il me coûte ma dignité ? Il faut qu'on mette tout le contexte. Le contexte, c'est un plan de paix sur la table de la part des États-Unis. Pour beaucoup, il est 100% pro-russe. On va y aller devant cet écran ensemble, Gallagher, pour expliquer à nos téléspectateurs de quoi on parle précisément. Et pourquoi la pression est en effet maximale. Premier point, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Un responsable américain a déclaré que le plan américain pour l'Ukraine comprenait des garanties de sécurité pour Kiev équivalentes à celles de l'OTAN. Mais, selon le plan de paix en l'occurrence, Kiev doit renoncer à adhérer à l'OTAN. Exactement, il faut qu'il l'inscrive dans sa constitution, il faut que l'OTAN pareillement inscrive dans ses statuts le fait que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord n'intégrera jamais l'Ukraine. Qu'est-ce qui est écrit dans ces 28 points en l'occurrence ? C'est le point, je crois qu'il est dans les 10 premiers points, peut-être le point numéro 6, le fait que les Ukrainiens recevront, je cite, des garanties de sécurité fiables, reliable en anglais. Puis ensuite, on apprend par Axios que jeudi, il y a un autre document en parallèle qui est transmis à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, où on a en quelque sorte l'explicitation, je ne sais pas si ça se dit, la verbalisation plutôt de cette garantie de sécurité par écrit, qui dit, et je cite de mémoire, qu'une attaque délibérée, significative, au-delà donc de la ligne d'armistice en territoire ukrainien serait considéré, je cite toujours, comme menaçant, une menace contre la paix et la sécurité du traité de l'Atlantique Nord. Ça déclencherait une consultation entre le président américain, les nations otaniennes et européennes, et il y aurait une décision qui devrait être prise avec la possibilité notamment de l'emploi de la force militaire. Comme l'article 5, ça ne serait pas automatique et il devrait y avoir une consultation. Donc pas d'OTAN pour l'Ukraine, ce serait ça l'accord. Quels sont pour vous, Gallagher, je dirais les 3 points par ailleurs les plus aberrants de cet accord ? On a eu cette conversation avec votre rédactrice en chef Amélie Béguin et je dois vous dire que j'ai beaucoup hésité tant la plupart de ces points sont proprement aberrants pour vous reprendre votre terme. Allez, 3 au hasard. Le premier, le plus choquant bien évidemment, la cession par l'accord de l'intégralité du Donbass, c'est-à-dire des territoires que les Russes n'ont pas réussi jusqu'à présent à conquérir par la force. Ils les obtiendraient par un accord, par la diplomatie. Ça, dites-vous que ces terres qui seraient, j'emploie le conditionnel, cédées, ça ne fait pas que 3 ans, mais parfois depuis 2014 que les Ukrainiens, au prix de leur vie et du sang, les tiennent. Ce sont souvent ce qu'on appelle des villes forteresses, juste avant des plaines ukrainiennes. Énorme douleur donc. Deuxième point, aberrant selon vous. Deuxième point, la réduction des forces ukrainiennes. On passerait donc de 800 000 à 600 000. Oui. Pareillement, pour un pays qui est encore, jusqu'à un moment où on se parle, en train de subir de la part de la Russie, d'accepter cela, vous imaginez bien que là, le caractère amer de la pilule éclate de plus en plus au grand jour. Et le troisième, regardons ensemble. Allez-y, il est là. 100 milliards de dollars d'actifs russes gelés seront investis dans les projets menés par les États-Unis. Dans ces 28 points, il est souvent question d'argent, de transactions. Et celui-ci, 100 milliards. Si j'ai bien compris, c'est trumpien, c'est compliqué. Qu'est-ce que je comprends ? Que une grande partie des fonds russes gelés seraient préemptés, payés aux Américains, qui en contrepartie
participerait à la reconstruction de l'Ukraine. Et si on va plus loin dans la lecture de ce petit paragraphe, on comprend que les Européens devraient, eux, sortir 100 milliards de leur poche pour en quelque sorte abonder ce même fonds, celui de la reconstruction de l'Ukraine. Merci Gallagher. Et donc maintenant, vous avez une vision plus claire de ce mur devant lequel se trouve le président ukrainien. Et sa déclaration, sa réaction, elle est tombée quelques minutes avant le début de cette émission. Et les mots sont forts et ils prêtent vraiment à débattre. On le fera juste après. Regardez. Nous vivons actuellement l'un des moments les plus difficiles de notre histoire. La pression exercée sur l'Ukraine est aujourd'hui l'une des plus fortes. L'Ukraine pourrait se retrouver confrontée à un choix très difficile, soit la perte de sa dignité, soit le risque de perdre un partenaire clé. Je présenterai des arguments, je convaincrai et proposerai des alternatives, mais nous ne donnerons certainement pas à l'ennemi une raison de dire que l'Ukraine ne veut pas la paix, que c'est elle qui perturbe le processus et qu'elle n'est pas prête pour la diplomatie. Alors, je dois vous dire qu'il y a effectivement débat à l'issue de cette déclaration. Certains se disent, mais il défie Trump. D'autres disent, n'est-il pas en train de préparer les esprits au fait d'accepter, en réalité, certains termes de cet accord? Comment vous l'interprétez? Moi, je ne pense pas qu'il défie Trump plus particulièrement, parce que c'est intéressant. Zelensky est très fort pour, notamment là pour le coup, on ne sera pas celui qui dit non à la paix. On n'a pas entendu les Russes officiellement pour l'instant. Donc il y a cette laisser la place à voir comment répondre de l'autre côté. Mais en quelque sorte, il est aussi obligé, que ça soit parce qu'il accepte ou parce que les Américains se retirent, obligé de préparer le terrain de ce qui se passe par la suite. Soit il accepte et il va avoir des problèmes avec, avec sa population, avec l'opinion publique, avec l'armée, soit ils n'acceptent pas, et là il va avoir les Américains qui se retirent. Donc toute une autre situation à gérer, et dans les deux cas, il faut préparer la population. Allez-y Magali. Et après on prend la direction de Washington. Non, mais le moment est vraiment extrêmement difficile pour Zelensky, et il fait cette annonce solennelle à la nation dans ce discours. Donc c'est dire s'il y a une volonté aussi de s'adresser directement au peuple et finalement de le prendre à partie en lui disant voilà le dilemme auquel je suis confronté. Il a eu un moment extrêmement difficile dans le bureau ovale en février dernier avec la grande scène de l'humiliation de Donald Trump. Il a réussi quand même à rebondir derrière avec le soutien des Européens qui l'ont aidé à reparler à Donald Trump, à renégocier. Là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un président ukrainien extrêmement affaibli politiquement à cause du scandale de corruption qui a éclaté et qui vraiment lui pose un énorme problème politique parce que ce sont des très proches qui sont incriminés et parce que sur le front, la situation est très difficile. Donc c'est vrai qu'on a un président ukrainien affaibli et finalement c'est presque de ça dont profite Donald Trump et c'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'il cherche peut-être aussi à lui tordre le bras. Et on verra que c'est peut-être lié aussi à la situation sur le front qui est très compliquée. On va le voir dans quelques instants, dans quelques minutes avec nos équipes sur le terrain. Mais il y a aussi des voix qui disent, européennes, je vois du côté de l'Allemagne, le ministre allemand des Affaires étrangères, qui disent mais ce plan, il n'est pas définitif, il va pouvoir évoluer. Je vous pose la question à vous, depuis la Maison-Blanche, Sonia Dredi, journaliste accréditée à la Maison-Blanche. Ce plan peut-il encore évoluer ou avons-nous là un Donald Trump derrière vous qui dit en fait c'est ferme et c'est comme ça et maintenant ce sera la dernière fois? Eh bien, un officiel de l'administration Trump, déjà hier, avait dit qu'en effet, ce plan était encore négociable. Et on sait qu'avec Donald Trump, il y a souvent toujours une petite marge de manœuvre. D'ailleurs, il vient d'être interviewé sur la radio Fox News. C'est la première fois qu'il s'exprime sur ce plan. Et à propos de la date limite, parce que les États-Unis ont dit que l'Ukraine devrait accepter ce plan d'ici jeudi, qui est la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Et en gros, l'administration Trump veut que ce soit réglé avant Thanksgiving. Eh bien, à ce propos, Donald Trump a dit oui, a priori c'est la date, mais elle peut toujours être étendue. Donc déjà, on voit que Donald Trump est prêt à évoluer sur certains points. Par contre, on le sent déterminé sur d'autres. Le présentateur lui a parlé des terres ukrainiennes qui seraient reconnues de facto comme russes. Et à ce propos-là, Donald Trump a dit de façon assez nonchalante, de toute manière, ils sont déjà en train de perdre ces territoires. Et Donald Trump, on le sait déjà depuis plusieurs mois, il est convaincu que pour arriver à la
paix, il faut que l'Ukraine accepte de faire des concessions, notamment sur les territoires. Par contre, il a assuré qu'il ne lèverait pas les sanctions contre la Russie tant que ce plan n'est pas accepté. Merci infiniment Sonia Dridi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct depuis la Maison-Blanche. Je vais vous poser la question crue, mais croyez-vous qu'il doit en réalité accepter tout ou partie en tout cas de cet accord, Volodymyr Zelensky, dans la position dans laquelle il se trouve aujourd'hui? Moi, je crois véritablement que la perte de territoire dans l'esprit ukrainien est sans doute actée d'une manière ou d'une autre. Par exemple, la Crimée, c'est très très difficile à reconquérir. En revanche, c'est ce que je reviens véritablement à ce que je disais au début, sans garantie de sécurité, c'est-à-dire l'assurance, la certitude que les Russes ne pourront pas remettre le couvert dans 5-10 ans. Ce plan est absolument inacceptable. C'est-à-dire qu'avec la garantie, avec une force de réassurance costaud comme en Corée du Sud, avec l'assurance d'un renfort de l'OTAN si jamais il se passait quelque chose, je pense que les Ukrainiens seraient vraisemblablement prêts à renoncer à quelques territoires. À partir du moment ça concrétise la capacité de l'Ukraine à exister comme membre de droit des Nations Unies, c'est pérennisé. Elle s'accroche à l'ouest, très bien, mais s'il n'y a pas de garantie de sécurité militaire, ce truc ne sert absolument à rien. Donc moi j'ai vraiment des doutes que ça va aller à terme, parce que là il vend le bébé avec l'eau du bain, Donald Trump. Il donne tout. C'est un qui perd pour l'Ukraine, très très nettement. Mais que comprenez-vous malgré tout de la déclaration de Volodymyr Zelensky? Entendez-vous je défie Trump ou entendez-vous je prépare les esprits? Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est je suis trahi par Trump. Et donc, le moment est douloureux. Ça s'adresse d'abord à son peuple, mais ensuite à nous, les Européens. Et c'est pas un hasard si tout de suite derrière, le chancelier Merz, le président français, le patron de l'exécutif britannique prennent le téléphone pour effectivement coordonner leur position. Il y a notamment un des points, des 28 points qui concernent directement les Européens, et ça m'a presque fait sourire, parce que je pense que les Américains n'ont pas consulté les Européens en disant que l'Ukraine aura un accès préférentiel au marché européen et qu'effectivement il a vocation à être intégré dans l'Europe. Ça ne va pas nous choquer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, Zelensky, il a préparé là ce qu'il allait dire très très soigneusement, et il utilise un mot, le mot de dignité. Pourquoi je vous dis qu'il est en train de dire, c'est pas je défie Trump, mais je suis trahi par Trump. Quand vous avez le président d'une nation agressée qui vous dit je dois choisir entre cet allié et ma dignité, la dignité, c'est pas n'importe quel mot. C'est dans le préambule du document, la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée à l'ONU en 1948. Chaque être humain naît égal en droit et en dignité. Les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. La dignité, c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est intimement lié à votre autonomie, à votre liberté, au respect qui vous est dû, et notamment votre droit à ne pas être humilié. C'est ça que j'entends dans ce moment très très fort. Alors il faut aussi regarder ce qui se dit du côté du Kremlin. Et là, c'est plutôt ambivalent. On lit même aujourd'hui, quand je lisais Alain Barluet en ouvrant le Figaro ces dernières heures, qui est correspondant à Moscou, que la Russie n'y croit pas vraiment et qu'elle fait plutôt profil bas. Et regardez ce que nous en dit justement Jérôme Garraud. Lui aussi, il est à Moscou. Jérôme, est-ce qu'on se garde en effet de tout optimisme face à ce plan du côté du Kremlin ? Bonjour, oui, c'est vrai qu'il y a une forme de retenue, de distance de la part des autorités russes. Je regardais la télévision tout à l'heure et les programmes ont été interrompus, ce qui est assez rare quand même, pour diffuser une déclaration du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui annonçait donc n'avoir absolument aucune information sur ce plan de paix en 28 points, apprendre des choses par les médias. Et ce même Dmitri Peskov appelait Volodymyr Zelensky à accepter la proposition de Washington en expliquant que bientôt il serait trop tard pour négocier. On est loin, en tout cas très loin de l'enthousiasme assez bruyant qui prévalait ici à Moscou en février dernier, après le clash dans le bureau ovale entre les présidents ukrainiens et américains, comme si ce plan, cet accord cadre était sérieux pour les Russes et qu'ils craignaient de le faire capoter par triomphalisme. Alors pourquoi la Russie ne se précipite-t-elle pas sur ce plan? Est-ce que parce qu'ils ne veulent pas donner le bon Dieu sans confession à Donald Trump? Est-ce que parce qu'ils n'ont pas envie finalement que cette guerre s'arrête? Parce que certains le disent sur nos plateaux, ils ont besoin de cette guerre, les Russes. Votre analyse? Parce qu'ils ont appris à se méfier aussi des volte-face de Donald Trump et qu'en effet, ils ont
vraiment intérêt en ce moment à faire profil bas. Le plan de paix, il leur est tellement favorable que tout triomphalisme, comme le dit Jérôme, pourrait peut-être finalement faire réaliser aux Américains qu'ils sont allés vraiment très très loin dans le soutien à la Russie. Donc ils vont faire profil bas. Ce qui est intéressant, c'est quand même que ce plan a été négocié par Dmitriev, qui est le conseiller économique de Vladimir Poutine, qui est allé à Miami quand même mettre les bases de ce plan avec Steve Witkoff, l'ami de Donald Trump. Donc c'est vraiment, ça a été fait avec les Russes, sans rien voir avec les Européens ni les Ukrainiens. J'allais dire, c'est le seul qui est impliqué, qui a été consulté, c'est les Russes. Donc s'ils ne disent pas oui tout de suite, alors qu'ils étaient au courant avant les Européens et quand on raquette et avant les Ukrainiens, c'est qu'il y a autre chose, c'est-à-dire que la guerre ne peut pas s'arrêter pour Poutine. Dans un instant, on se retrouve et vous allez voir maintenant des images qui prouvent à quel point la Russie est en train de se masser. En réalité, on le savait, mais les images sont là, aux portes de l'OTAN. Regardez un petit exemple. Là, nous sommes dans la base de Kamenka. On est proche de Saint-Pétersbourg, mais aussi des frontières finlandaises. Au printemps 2024, on avait remarqué des installations d'une centaine de tentes. On va s'arrêter sur ces images et notamment avec vous, Charles Adams. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande, avocat international. À tout de suite. Vous êtes bien devant le grand dossier, toujours cet enjeu, Poutine plus fort que jamais, on en parle avec mes invités, mais là nous partons sur le front de l'actualité. À Rennes, environ 150 personnes se sont réunies ce matin devant une école du sud de la ville pour apporter leur soutien à un enseignant visé par des menaces de la part de la famille d'une élève. Gérald Darmanin lance un plan zéro portable Nancy prison française. Le ministre de la Justice s'est rendu ce matin à la Santé pour le présenter. Il vise à rendre 6 établissements pénitentiaires complètement étanches aux mobiles. Près de 80 000 portables et accessoires ont été saisis dans les prisons françaises en 2024. Et puis Nicolas Sarkozy annonce sur X la sortie le 10 décembre d'un livre. Celui-ci s'appellera Le journal d'un prisonnier chez Fayard. Alors l'ex-chef de l'État a été incarcéré pendant 3 semaines à la prison de la Santé dans le cadre de sa condamnation dans le dossier libyen. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Et donc vous êtes toujours devant le grand dossier consacré ce soir à Poutine plus fort que jamais. Point d'interrogation. On vous parle maintenant d'un autre exemple. On vous parle de bases aériennes, de camps d'entraînement, de stations d'écoute russes qui, grâce à des images satellites, seraient maintenant bel et bien détectés. Plusieurs sites en construction et sensibles aux frontières de l'OTAN, aux frontières de la Finlande plus particulièrement. On en parle toujours avec mes invités que je resalue sur ce plateau, toujours Elisabeth Shepard-Selam, Magali Barthez, toujours Gallagher, le général Richoux, et merci encore à Charles Adams d'être avec nous, ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande, avocat international. Allez, Général, c'est à nous. On va expliquer à nos téléspectateurs de quoi nous parlons précisément. Comme l'a rapporté une chaîne publique, les images satellites à l'appui que vous voyez ici, la Russie amplifie sa présence, notamment, ici on est à Kandalachka. Nous sommes au-delà du cercle polaire. Que voit-on précisément ? Oui, alors on voit effectivement des installations terrestres qui sont en train de s'agrandir, signe que les Russes sont en train, non pas de fortifier, mais de prévoir l'installation de troupes. Là, c'est le site en 2022, là, on arrive en 2023. Voilà, alors ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que l'adhésion de la Finlande au traité de l'Atlantique Nord fait qu'aujourd'hui, les Russes ont 1300 km de frontières de plus à équiper. Et donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que ça force à étirer leur dispositif militaire. Ils avaient, avant, la Finlande était parfaitement neutre, ils n'avaient pas ça à faire. Alors aujourd'hui, effectivement, ils ont une grande préoccupation, c'est qu'en plus de la guerre qu'ils sont en train de mener, en plus de frontières énormes, parce qu'ils ont 17 millions de kilomètres carrés, ils ont 1300 kilomètres de plus à équiper. Et donc ça, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, effectivement, ils sont en train de prendre des mesures. Il faut pas, elles ne sont pas, à mon avis, prêtes demain matin, parce qu'ils sont quand même englués ailleurs, mais je pense que si la guerre s'arrête, ils vont effectivement fortifier leurs frontières. On prend l'exemple de Kamenka maintenant. Oui. Là, on est au printemps 2024. Beaucoup se sont... On en avait parlé d'ailleurs dans cette émission. Par exemple, étonné de l'installation d'une centaine de tentes dans la base de Kamenka. On est tout près de Saint-Pétersbourg, mais aussi des frontières finlandaises. Donc Kamenka, août 2022. Regardez, le site est vide. Ici, je m'avance, 25 septembre 2025.
Et là, ces petites tentes qui ont tant posé de questions. Alors voilà, donc on s'apprête à accueillir des troupes, mais ça ne sont que des tentes. Donc il y a les installations ne sont pas encore construites. Donc ça veut dire que c'est de la prospective. Ça veut dire qu'on commence à construire, vraisemblablement, pour avoir une ligne non pas fortifiée, mais une ligne de garnison sur l'étendue de la frontière. Saint-Pétersbourg, c'est vraiment important parce que la Finlande n'est pas loin. La Finlande est juste à côté. Mais ces troupes, ces camps peuvent servir également, vraisemblablement, de camps de transit, peut-être de camps logistiques pour l'Ukraine également. Donc ils ont besoin de tout ça actuellement. Rappelons qu'ils sont en position de faiblesse dans la Baltique, qu'ils ont absolument perdu. Dans le Nord, ils ont besoin de garder libre l'accès à l'Atlantique par Mourmansk et l'accès libre parce qu'en Baltique, ils ne sont plus capables de le faire. Donc effectivement, ils ont un gros problème stratégique. Et c'est la réponse à un énorme problème stratégique pour les Russes, bien plus qu'une démonstration de force. De force, intéressant. Et troisième exemple, les nouveaux hangars construits dans le dépôt militaire de Petrozavodsk cette fois. Oui, alors là, 10 mai 2022, oui. Et derrière vous, 27 avril 2025. Alors, moi, je ne connaissais pas cette base. Si j'ai bien regardé, elle se situe en Carélie. Et la Carélie, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que la Carélie, c'est la partie de la Finlande qui a été annexée en 1939-1940. Car si les Russes ont beaucoup de difficultés dans cette guerre d'hiver, comme elle a été appelée, eh bien, ils ont quand même pris 10% du territoire finlandais, et ça s'appelle la Carélie. Donc cette base est située en fait en territoire ex-finlandais, et donc c'est un signe également de vouloir montrer que ce territoire appartient pour toujours à la Fédération de Russie. Alors général, vous ne pouvez pas le voir, mais moi je le vois. Charles Adams, il acquiesce depuis tout à l'heure. Charles Adams, ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande, avocat international. Est-ce que lorsque vous étiez ambassadeur, il y avait déjà des signaux préparateurs qui donnaient l'impression que tout cela était en préparation? Non, pas du tout. Il faut dire que la Russie garde un très mauvais souvenir de la guerre d'hiver et de la guerre de continuation, puisque la Finlande, contrairement aux pays baltes, a su maintenir sa souveraineté, même au prix, effectivement, comme le soulignait le général Richoux, que je salue d'ailleurs, au prix de la perte de la Carélie et également de l'accès à l'océan Arctique, avec la coupure de ce qu'on appelait l'autre bras de la Finlande, qui allait jusqu'à la mer Arctique. Aujourd'hui, Petsamo est russe. Ceci dit, la Finlande se prépare depuis 1945 à confronter, si nécessaire, la Russie d'aujourd'hui, comme a été confrontée à l'époque l'Union soviétique. La Finlande, tous les jours, prépare ses forces armées. Les stocks sont en réserve. L'armée, demain, peut mettre 250 000 soldats sur le terrain. Les Russes en ont bien conscience. Donc, tous ces préparatifs russes n'impressionnent absolument pas la Finlande. Et effectivement, l'adhésion de la Finlande à l'OTAN a donné à la Russie 1340 kilomètres de plus à défendre contre l'éventualité, guerre envisageable en réalité, d'une attaque venant depuis l'OTAN. La Finlande est tranquille, la Finlande est préparée à réagir en cas de besoin, et ces installations russes dont vous parliez tout à l'heure, dans le voisinage de Saint-Pétersbourg et en pleine Carélie, n'impressionnent absolument pas la Finlande et son excellent président Alex Stubb. Alors, pendant que vous parlez, il y a une carte qui s'est affichée. Plusieurs sites conventionnels, dits conventionnels russes, aux frontières de l'OTAN. Alors, des sources évoquent 17 sites militaires dits conventionnels dans les environs de la Finlande. Je lisais un militaire qui disait que la Russie, elle cherche à restreindre les activités de l'OTAN, notamment autour de la Baltique, à affaiblir l'intégration de la Finlande. Je vous voyais également écouter avec beaucoup d'intérêt ce que disait notre invitée, Elisabeth Shepard-Selam. Quand je demande depuis le début si ça, c'est une preuve supplémentaire d'un Poutine en position de force, en tout cas qui se donne largement les moyens de l'être,
vous dites? Moi, je dis oui. Moi, on parle de la Finlande, mais si on regardait la carte qui était là juste On va la il y a remettre. quelques secondes, regardez les pays qui sont autour. C'est des pays qui se préparent, pas simplement dans le cadre de l'OTAN, mais aussi dans des activités. Enfin, moi, j'ai beaucoup étudié les différentes types d'exercices ou d'organisation des pays du Nord et des pays baltiques, parce qu'ils savent que ça peut arriver. C'est des pays qui sont très lucides, qui se préparent pas simplement en termes européens ou en termes otaniens, mais aussi en termes régionaux, parce que pour eux, c'est à 200 km, comme comme un des endroits que le général nous a montré que je ne peux pas prononcer, ou même si on regarde en Estonie, les frontières sont juste là. Donc c'est des pays qui savent que c'est une réalité. Nous, on débat encore sur, par exemple, les propos du général Mondon, mais pour eux, c'est la réalité. J'allais y venir. Elisabeth Shepard-Selam, la transition, elle est parfaite. Je voudrais qu'on voit les images satellites. Parce que là, on est dans du concret. C'est ce qui a motivé pour nous de vous parler de cette histoire aujourd'hui. Ça, c'est du concret. Des bases qui, en gros, donnent l'impression de sortir de terre. Et c'est assez rapide, 2022-2025, et on n'a pas une base, on en a plusieurs. On va parler de drones et même de renseignements dans un instant. Oui ou non, cela donne raison aux propos du général Mondon, qui a dit encore ces dernières heures, la Russie est clairement dans une phase de préparation de quelque chose d'autre d'ici 2030. Oui, on est dedans, voilà la preuve. Et ce qui est intéressant, c'est la remarque que je me suis faite en découvrant cet article passionnant, c'est que dans l'une des nombreuses phrases qu'il a prononcées et qu'on ne commente pas assez, il dit, vous savez, j'ai des éléments en ma possession. Je pense que nous avons également une partie de ces éléments en renseignement source ouverte autour de cette imagerie satellitaire. Et les Russes le savent et le font exprès, histoire de faire planer ce doute, puisque ça renvoie en miroir de ce qu'on avait observé juste avant la tentative d'invasion totale de l'Ukraine en février. Rappelez-vous, le dissensus, tout le monde voyait. Et personne ne manquait d'informations. Les Français, par exemple, la direction du renseignement militaire, avaient la même imagerie que les Américains. C'est l'interprétation, la psychologie derrière tout cela qui a différé, mais pas l'accès à ces informations. Donc on a, et c'est ça qui est troublant, un écho de ce qu'on a vécu et subi, les Ukrainiens et les Ukrainiennes d'abord évidemment, en février, avec à nouveau, mais quelle nécessité alors? Le général Richaud a, à juste titre, parlé d'un impératif stratégique, de ces 1300 km de frontières otaniennes supplémentaires. Mais est-ce que les Russes ont véritablement besoin, dans une posture purement défensive, d'installer des dizaines de milliers d'hommes supplémentaires? Alors, Charles Adams, vous êtes toujours avec nous. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats en France, mais notre chef d'état-major des armées, le plus haut gradé de l'armée française, a persisté et signé encore ces dernières heures en disant la Russie est clairement dans une phase de préparation de quelque chose. Et il dit, voilà, à l'horizon 2030, la Russie se prépare à une confrontation. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ce que vous avez senti? Peut-être même vos relations encore en Finlande en tant qu'ancien ambassadeur, c'est ce qu'elle pense? Elle donne raison à notre haut gradé français? J'en ai parlé longuement avec des amis en Finlande déjà il y a 2 semaines. Le sentiment à Helsinki, c'est que la Russie, effectivement, cherche à provoquer, va se manifester par différentes modalités, y compris des drones, puisqu'on les a vus au-dessus de la Lituanie tout récemment, ou encore via des tentatives de passage maritime dans les eaux territoriales estoniennes. Mais que, en fait, ce n'est pas demain la veille d'une agression russe, en tout cas sur la Finlande. Il est beaucoup plus probable que la Russie, qui est en posture expansionniste, impérialiste, prenne, par exemple, la Moldavie en une seule bouchée. Ça, il faut s'y attendre. Il faut s'attendre également à des provocations pour voir à quel point l'OTAN est prête à réagir à une pression russe qui vise toujours la progression et l'expansion jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée.
Et c'est le cas en Ukraine, avec cette proposition de paix émanant des Américains, mais en fait écrite quasiment de la main des Russes, qui amènerait la capitulation pure et simple de l'Ukraine, mais par rapport à laquelle l'Europe va présenter une proposition visant un cessez-le-feu et la conservation par l'Ukraine de l'entièreté de sa souveraineté. Je voudrais soumettre, merci Charles Adamson, on reste ensemble encore une fois, je voudrais vous soumettre, ainsi qu'à nos téléspectateurs, d'autres images encore, satellites. Quand on regarde le nord-ouest de la Russie, certains analystes se sont rendus compte que le pays avait réinvesti des aérodromes délaissés, parfois même dits présentés comme abandonnés depuis la chute de l'Union soviétique. Et plusieurs bases de ce type ont été repérées à travers la Russie, pour l'instant à distance de l'OTAN, mais qui pourraient être utilisés pour des drones. Et on sait à quel point la question des drones est rentrée à tout point de vue dans notre atmosphère ces derniers mois, ces dernières semaines. Preuve supplémentaire de la pression qui nous est mise. Les preuves, encore une fois, nous les avons là, à disposition, sous nos yeux. Bien incontestable, selon vous? Oui, il y a une montée en puissance des Russes, c'est clair. Et puis, on voit bien qu'ils essayent de mettre leurs bases hors de portée. Là, donc, elles sont loin. Et donc, elles sont hors de portée, puisque maintenant, quand on est à 600-800, et puis même jusqu'à l'Oural, c'est plus le cas. Donc, effectivement, ils sont en train de réactiver un certain nombre de choses. N'oublions pas que dans le Nord, je parlais de la route de Mourmansk, mais il y a également toute la zone arctique qu'ils prétendent maîtriser. Je rappelle également que dans le Nord de la Finlande, avec la frontière la Finlande, il y a la presqu'île de Kola, avec beaucoup d'armements nucléaires. Et donc là, ils concentrent effectivement un certain nombre de forces, sans doute pour protéger leur armement nucléaire. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, garder la maîtrise de leurs côtes, parce que sinon, ils n'ont plus d'accès aux mers chaudes. Il n'y a plus d'accès par la Baltique, il n'y a plus d'accès par la mer Noire, ils n'ont plus d'accès que par le nord, au-delà de Mourmansk, Arkhangelsk, pour aller vers l'Atlantique. Donc effectivement, ils ont un très gros problème, mais il y a véritablement une montée en puissance qui contredit quand même le fait qu'ils sont à bout de souffle. Il faut quand même le dire. Voilà, quand on dit ça y est, ils sont en train de faire. Bon, les mesures économiques font leur effet. Il faut s'imaginer le poids qu'aurait la Russie s'il n'y avait pas ces mesures. Je pense que ça leur a largement rogné les griffes et les dents, mais ils ont encore du potentiel. C'est un pays de 17 millions de kilomètres carrés, assis sur un tas d'or et de ressources naturelles. Il ne faut pas penser qu'ils vont être mis à genoux demain matin, comme ça, très facilement. Allez-y, Magali. En fait, toutes les analyses des services occidentaux coïncident. Et en fait, ce qui les inquiète, c'est le moment où la guerre en Ukraine aussi s'arrêtera. S'il y a un cessez-le-feu en Ukraine, qu'est-ce que Vladimir Poutine va faire de cette armée, de cette industrie de défense qui tourne à plein régime? Finalement, son économie, qui est aujourd'hui affaiblie par les sanctions, elle ne tient aussi que par la poursuite de la guerre. C'est ce qui inquiète notamment ces pays qui sont sur le flanc est de l'OTAN. Et c'est vrai que là-bas, ça fait longtemps que le service militaire, il est rétabli. Enfin, nous, on a des débats aujourd'hui, en fait, que eux ont eu déjà il y a plus longtemps, parce que ils se sentent toujours menacés. La question de ces images satellites, c'est, comme le disait Gallagher, celle de l'interprétation. Et en fait, Vladimir Poutine, il joue avec ce doute. Oui, vous allez voir. Il joue avec ce doute parce que ce qu'il veut, c'est nous intimider. Et c'est tout le but aussi de ces intrusions de drones, de ces avions qui frôlent avec les lignes. L'idée, c'est de nous intimider, nous, opinion publique aussi européenne. Mais tout en disant, quand il réagit sur le sujet, dormez sur vos deux oreilles, Européens, tout va bien. C'était le 2 octobre dernier. Franchement, je veux juste dire, calmez-vous, dormez paisiblement. Réglez enfin vos problèmes. Regardez ce qui se passe dans les rues des villes européennes, avec votre économie, votre industrie, la culture et l'identité européenne, avec les dettes énormes et la crise croissante des systèmes de sécurité sociale, des migrations incontrôlables, la montée de la violence, y compris la radicalisation politique des communautés de gauche, d'extrême gauche, racistes et marginalisées. Allez-y, Gallagher. On a des déclarations également de l'ambassade de France ici même qui, en écho à ces propos et en écho, en réponse presque à ceux du général Mandon, disent « Ne vous inquiétez pas, vous ne craignez rien, vous ne risquez rien ».
libre à chacun et à chacune de les interpréter comme il l'entend, au vu de ce qu'on voit la Russie faire encore aujourd'hui subir à l'Ukraine. Il y a autre chose, c'est que là, on est en train de se concentrer sur la partie russe de cette histoire. Mais l'autre partie, et là j'enfonce une porte ouverte, c'est nous. C'est-à-dire que face à cela, qu'est-ce qu'on fait ? Ça va quand même fixer de la ressource. On ne peut pas dire aux populations, ne vous inquiétez pas, c'est loin tout ça, c'est de la manipulation, c'est pour nous mettre sous pression. Tout le monde n'est pas assis sur un plateau LCI. Voilà, il y a des gens qui vont se sentir, civils ou non, très concernés par ces installations qui vont dire, attendez, là, tout ce qui est en train de se dessiner le long de cette frontière, ces rampes de lancement, là, c'est pour quel type de drone? Les Shahed, c'est pas les machins iraniens avec des explosifs qui viennent éclater des bâtiments civils en Ukraine tous les soirs. Mais nous, s'ils installent ça, en fait, on fait quoi? On bombarde les installations? Ou on attend qu'ils les envoient? Parce que là, pour l'instant, il y a des drones qui volent partout en Europe. On n'arrive pas à les attribuer. On ne sait pas s'il faut les intercepter ou pas, etc. Donc, je pense qu'il faut comprendre que ce travail, peut-être qu'à un autre niveau, on est capable de le digérer de manière un peu analytique. Je pense que c'est plus au niveau des tripes de beaucoup de gens qui vont voir ces images, et ça peut avoir un impact fort. Et vous disiez que, et je suis d'accord avec le général Richoux, même si la ressource, elle est proche d'un état d'épuisement, notamment économique, avéré du côté russe. Vous savez, cette image qu'on voit là derrière vous, là, Oui. donc, c'est ce 6 000 installations. Ça coûte pas très très cher de faire des trous, de faire en sorte que ce soit bien vu par des satellites, de dessiner deux rampes, du métal, etc. C'est un investissement, je suis incapable de le chiffrer, mais je suis certain que même une Russie, entre guillemets, à l'os économiquement, elle vous fait ça assez facilement. Donc un coût bas, mais un impact potentiel psychologique élevé dans les populations, et militaire de notre côté, également plutôt élevé, parce que vous ne pouvez pas juste dire aux gens, vous inquiétez pas, c'est rien, ça c'est la manipulation. Il faut fixer la ressource. Je ne veux pas dramatiser pour dramatiser, mais il y a la question des hommes et des camps pour accueillir des hommes, il y a la question des airs avec des camps pour des drones, et puis il y a la question du renseignement. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce qu'on voit dans ces images satellites. Côté renseignement aussi, les Russes se déploient à Moscou, investis notamment, c'est ce qu'on apprend dans l'enclave de Kaliningrad, ce territoire russe, vous savez, stratégique, qui est niché entre Pologne, Lituanie, mer Baltique, toujours la mer Baltique. Elle est toujours là, au centre des préoccupations. Et là encore, un chantier apparu sur des images satellites, gigantesques antennes capables d'intercepter des communications sensibles, dont celle de l'OTAN. Là, je retourne vers vous à nouveau, Charles Adams. La question du renseignement, elle reste centrale, elle est centrale dans les préoccupations russes. Je crois que vous n'êtes pas dans le bon sens, Charles Adams, dans les écoles. Alors, attendez, hop, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre sur le plateau en attendant. Général Richoux, la question du renseignement majeure dans nos préoccupations. Oui, elle est majeure. Et puis le fait que ce soit à Kaliningrad, voilà, c'est absolument central. Parce que Kaliningrad, c'est la seule enclave avec Saint-Pétersbourg, Kronstadt, au fond du golfe de Finlande, où les Russes ont encore l'accès à la Baltique. Donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre cette enclave, parce qu'ils y ont un port, ils y ont des missiles éventuellement armés de l'arme nucléaire. Et donc, ils sont encerclés, parce qu'on dit toujours Kaliningrad, on a l'impression que c'est eux qui sont en position de force en Baltique. Ça n'est pas vrai. En revanche, ils ne peuvent pas se permettre de perdre ça. C'est tout ce qu'il leur reste. Moi, je rappelle qu'en 1991, ils allaient jusqu'à Rostock, c'est-à-dire en RDA. Ils avaient la Suède, la Finlande au nord qui étaient neutres, c'est-à-dire qu'ils possédaient de facto la moitié de la Baltique. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien, sauf Kaliningrad. Donc là, effectivement, ils montrent politiquement et militairement qu'ils renforcent cette exclave qui leur permet effectivement de garder un pied en Baltique qui est absolument essentiel pour eux. Charles Adams, ça y est, vous êtes de retour dans le bon sens, ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande. Je reviens donc sur cette question du renseignement. Elle est centrale quand on est dans cette région, vous le savez mieux que personne dans cette émission. Effectivement, indispensable même. Mais il n'est pas du tout étonnant, pour moi, que la Russie cherche à renforcer ses possibilités de renseignement dans cette zone. C'est une zone cruciale, l'Arctique de manière générale, mais l'Occident et l'OTAN ne sont pas en reste. Il y a une concentration d'efforts très considérable, même si les Américains, avec le régime actuel qui est le leur, se désengagent progressivement de l'OTAN. Je trouve que c'est un aspect positif de la chose,
puisque cela oblige ou encourage l'Europe à se doter réellement d'une capacité militaire qui n'a pas été la sienne depuis des décennies. Merci beaucoup, Charles Adams. Pardonnez-moi, le temps file, je suis dans le pire des rôles, c'est ingrat, je vous l'assure, maîtresse des horloges, mais je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, c'était passionnant, je vais me faire taper sur les doigts si je suis en retard. Je voudrais qu'on réécoute ce qui est définitivement la déclaration de ces dernières minutes. Volodymyr Zelensky, qui répond en quelque sorte au chantage maximal mis sur ses épaules par les États-Unis avec un plan de paix sur la table. Regardez. L'Europe et le monde entier doivent comprendre une autre vérité. Les Ukrainiens sont avant tout des êtres humains et nous repoussons depuis près de 4 ans l'une des plus grandes armées du monde dans le cadre d'une invasion à grande échelle. Nous tenons ligne de front de plusieurs milliers de kilomètres et notre peuple subit chaque jour des bombardements, des frappes balistiques et des attentats suicides. Chaque jour, notre peuple perd des êtres chers et notre peuple souhaite vraiment que la guerre prenne fin. Nous sommes bien sûr faits d'acier, mais aucun métal, même le plus résistant, ne peut résister indéfiniment. On va en parler avec Gwendoline de Bono qui est en direct depuis Kiev. Merci infiniment d'être avec nous, Gwendoline de Bono. Et on va se demander s'il défie Trump, Zelensky, ou au contraire s'il prépare les esprits à céder du terrain parce que justement sur le front c'est compliqué. Vous le savez, vous y étiez il y a peu de temps encore. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec cette question: Poutine est-il plus fort que jamais? Et deux questions même plus précisément maintenant. L'armée ukrainienne est-elle cernée? Poutine est-il inarrêtable? Regardez par exemple cette image sur le terrain. La Russie revendique des avancées comme ici à Kupiansk. Il faut savoir que l'Ukraine dément, on va y voir plus clair dans un instant bien sûr, toujours avec Gallagher Fenwick, toujours avec Magali Barthez, Elisabeth Shepard-Selam, avec le général Richoux qui va m'accompagner devant l'écran dans un instant. Mais grâce à vous, Gwendoline de Bono, avec Vincent Wartner, vous êtes en direct depuis Kiev et je vous en remercie. Vous connaissez ce front, vous y étiez encore il y a peu de temps. Oui ou non, dites-vous que la situation y est plus compliquée que jamais, que effectivement, que ce soit à Kupiansk, Zaporizhzhia ou encore Pokrovsk, tout cela est en train de céder? De céder, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est incontestablement un des moments les plus difficiles sur le front. D'abord, il y a la configuration de ce front. Il n'y a plus de ligne zéro. Vous avez en fait ce qu'ils appellent ici des kill zones, des zones de la mort, qui sont des grands secteurs où tout est surveillé par drone. Et ce que je l'ai vu, et c'est assez impressionnant, à partir du moment où vous avez un drone de reconnaissance qui trouve une position, la frappe de drone kamikaze, elle suit en moins de 2 minutes. Donc vous avez des positions ukrainiennes et russes qui sont à touche-touche. Ce sont des hommes, 2 hommes, 3 hommes, jamais plus aujourd'hui. Et pour passer, pour monter à l'assaut, si vous voulez, il n'y a pas 36 solutions aujourd'hui. Il faut perdre des hommes. Et donc la Russie a la masse et assez peu de considération, il faut le dire, pour la vie de ses soldats. Et ça, l'Ukraine ne peut pas se le permettre. Et ça, les officiers nous l'ont dit. On manque de réserves, c'est très clair quand vous êtes sur le front. Et puis, vous ajoutez à ça aussi, et ça, on l'a beaucoup entendu, des lignes de défense qui ont été assez mal préparé. C'était le cas de l'endroit où nous étions, qui était le secteur de Zaporizhzhia. Et ben, ça vous donne des fronts qui craquent. Et ce que me disait un opérateur de drone, c'est qu'une fois que les Russes, par petits groupes, arrivent à déborder, et ben, il est très difficile, à cause de ce manque de réserve, justement, pour les Ukrainiens, et bien, de les contenir, et encore plus difficile de contre-attaquer. C'est la raison pour laquelle on voit plusieurs secteurs du front craquer à l'heure qu'il est. Je reviens vers vous dans un instant, Gwendoline de Bono, avec Vincent Wartner. Merci beaucoup. On va se demander, bien sûr, dans les prochaines secondes, minutes, si Volodymyr Zelensky n'a d'autre choix que de céder devant le plan de Trump parce qu'il est en difficulté sur le front. On s'arrête encore un peu sur la situation à Kupiansk. C'est important ce qui s'y passe. Je le disais, les Russes revendiquent la chute de Kupiansk. C'est ce que dément Kiev à l'heure actuelle en carte. Quelle est la réalité des faits selon vous, Général? Eh bien, la réalité des faits, c'est que Kupiansk, aujourd'hui, n'est pas tombé. Kupiansk est en mauvaise position. C'est un petit peu comme Pokrovsk. Gwendoline l'a très bien expliqué. Les Russes s'infiltrent et donc après, il est extrêmement difficile, étant donné qu'ils ne sont pas regroupés, il faut les éliminer un par un, au lieu là où une bombe peut-être détruisait 10 hommes d'un coup avant. Donc effectivement, l'infiltration est une tactique assez efficace lorsque l'on est en combat urbain. Le fait est, c'est que Kupiansk, aujourd'hui, n'est pas tombé.
tomber, et combien même Kupiansk tomberait, le front n'est pas percé, et c'est pas pour ça que les blindés vont se ruer vers Kharkiv, ou bien là c'est Kharkiv qui est menacé véritablement, c'est la porte de Kharkiv, et donc là les Ukrainiens l'ont très bien compris. Il y a également la rivière Oskil, c'est-à-dire que c'est un verrou sur la rivière Oskil pour les empêcher de traverser, et donc là il y a une bataille vraiment très importante qui se joue. Dernier point, il faut bien comprendre aujourd'hui que l'annonce de Vladimir Poutine de la chute de Kupiansk est véritablement simultanée avec les tentatives de négociation. Il s'agit d'arriver en position de force pour expliquer, regardez, ils sont en train d'être enfoncés, c'est nous les vainqueurs de la guerre, nous avons Kupiansk, nous avons, encerclé, je ne sais plus combien il a dit de brigades. Tout ça, c'est absolument fantaisiste à l'heure actuelle dans tous les cas de figure. Il y a une véritable imbrication des troupes sur le terrain, ça c'est la vérité. Les Ukrainiens ne sont pas en bonne forme sur le terrain, c'est la vérité, mais la partie n'est pas jouée. Je voudrais vous montrer une image parce qu'il faut montrer la réalité des combats. C'est important de ne pas l'oublier. Des images de soldats ukrainiens, ici, voilà, qui se battent dans les ruines. Tout est en ruine. Ces derniers jours dans les rues de Kupiansk. Gwendoline de Bono, cette question maintenant, la déclaration de Volodymyr Zelensky. Y voyez-vous, vous, un défi à Donald Trump, ou voyez-vous, vous, un dirigeant ukrainien qui prépare les esprits, notamment ceux de son opinion, à céder du terrain parce que sur le front, c'est devenu quasiment intenable? Alors, moi, je trouve qu'il est, par rapport à d'autres discours, pas dans une attitude de défi. D'ailleurs, des Ukrainiens à qui je parlais disaient qu'ils avaient trouvé le discours assez déchirant et difficile à regarder. Il y a quand même un changement de ton. Quand Zelensky, à l'époque, disait « je ne suis pas en mesure, moi, président ukrainien, de céder des territoires, ça n'arrivera jamais », là, on est tout de même dans autre chose. Alors après, ce qui est sûr, c'est que Zelensky va certainement pas signer ce plan, ces 28 points en l'état. On voit mal le président ukrainien signer un document qui mentionne la dénazification de l'Ukraine. Donc il va aller essayer de mobiliser ses soutiens européens pour essayer de négocier. Mais je vais vous dire une phrase que disait un officier sur le front de Zaporijjia. À la fin, c'est le front qui définit la marge de manœuvre du politique. Et c'est là où c'est extrêmement difficile pour Volodymyr Zelensky, parce que c'est vrai que le front, eh bien, il est plutôt à l'avantage de la Russie. Mais encore une fois, le général Richoul le disait, on n'est pas non plus dans un effondrement. Donc il y a encore le temps d'aller mobiliser ses soutiens. Si l'Europe tient face à la pression de Donald Trump, Volodymyr Zelensky peut espérer des ouvertures. Mais c'est vrai qu'on sent dans son discours, et c'est ce que disent les Ukrainiens, qu'il y a quand même une préparation pour des décisions qui seront difficiles dans tous les cas. Merci infiniment. Gwendoline de Bono, Vincent Wartner, bravo pour votre travail. Bon courage depuis Kiev. Je vais vous poser la question crûment. L'intérêt de Kiev, c'est de signer à ce stade. C'est la théorie des Russes. Si je suis les propos de Peskov que j'ai sous les yeux, il dit que la Russie doit négocier maintenant plutôt que de perdre plus de territoire. C'est dans l'intérêt, oui ou non, crûment, de Zelensky? Pardon ? L'Ukraine doit négocier. L'Ukraine, pardonnez-moi. La question, c'est les marges de manœuvre. Et on ne le sait pas, parce qu'il y a quand même des éléments qui seront inacceptables. En état, c'est pas dans l'intérêt de l'Ukraine, parce qu'il y a des éléments qui sont totalement inacceptables pour l'Ukraine, mais aussi pour les Européens. Et on oublie un peu trop que c'est aussi, ça engage les Européens sur des choses sur lesquelles on n'a pas été consultés. Et ça aussi, c'est très grave. C'est la grande question là, des prochains jours, c'est la capacité européenne à arriver à reparler à Donald Trump avec Zelensky pour essayer d'amender ce plan. Parce que ces derniers mois, lorsqu'il y avait une proposition américaine extrêmement radicale, on a vu quand même les Européens capables de reprendre langue avec Donald Trump et d'essayer d'amender certains points. Est-ce que l'Europe aujourd'hui en a la possibilité, et est-ce que l'Ukraine, qui est affaiblie encore une fois avec un président politiquement affaibli, avec un front qui est quand même très difficile à tenir, est-ce qu'ils vont réussir à reprendre langue avec Donald Trump? Là on voit c'est J.D. Vance, le vice-président, qui a parlé tout à l'heure avec Zelensky. C'est pas forcément une bonne nouvelle que ce soit le vice-président qui est plutôt sur une ligne on coupe l'aide à l'Ukraine, qui soit aujourd'hui l'interlocuteur de Volodymyr Zelensky. Il y a un appel qui a été annoncé entre Trump et Zelensky, mais la semaine prochaine, donc ça laisse le temps à la planète de tourner plusieurs fois sur elle-même. Il a tweeté, Volodymyr
Volodymyr Zelensky, Oui, sur son échange avec J.D. Vance. Qu'est-ce qu'il en dit? Absolument, il y a une vingtaine de minutes donc, sur le réseau social X. Il dit qu'il s'est entretenu pendant, je cite, 1 heure à la fois avec le vice-président américain J.D. Vance, mais aussi le secrétaire, le secrétaire militaire, par contre, Dan Driscoll. C'est celui qui, selon Axios, hier jeudi, donc, a transmis ces 28 points à Zelensky et ce fameux simili article 5 au président ukrainien. Et il dit en somme, le tweet est un petit peu long, il est en anglais et en ukrainien, et la formule m'a marqué, c'est vers la fin, donc il faut prendre le temps de le lire. Il dit « J'ai beaucoup de respect pour le président américain et nous sommes disposés à travailler sur des plans qui soient, je cite, réalistes ». Manière de dire que ce qui est proposé aujourd'hui, et Elisabeth le soulignait très bien, n'est pas réaliste. Gwendoline, tout à l'heure, a souligné quelque chose. On a à peine réagi. Vous me demandiez quels sont les points les plus aberrants. Il y a quand même écrit noir sur blanc, il faudra cesser les activités nazies. Demandez ça à Volodymyr Zelensky. Quand on pense à son identité, son parcours, celui de sa famille, son grand-père, fusillé, enfin, dont les 4 ou 5 frères ont été fusillés par les nazis. Donc, est-ce qu'il y a matière à discuter? Je pense que c'est justement ce que les Européens, de concert avec les Ukrainiens, sont en train d'essayer de voir avec les Américains.